À Paris, Edmond de Rothschild prend la relève. Mais sans l'autorité de James, les divisions deviennent inévitables. Peu à peu, chaque branche commence à privilégier ses propres intérêts plutôt que ceux de la solidarité familiale. En 1863, c'est le choc. La succursale italienne, basée à Naples, fait faillite. Le nouveau gouvernement italien remplace les Bourbons et l'économie locale s'effondre. C'est un coup de massue énorme pour la famille. En effet, c'est la première fois qu'une maison Rothschild fait faillite. Désormais, chaque branche doit se débrouiller seule. Quelques années après, les Rothschild de Londres réussissent un tour de force. En 1875, Lionel Rothschild accorde un prêt au gouvernement britannique afin de lui permettre de racheter les parts égyptiennes du canal de Suez. Cette opération est un très gros coup pour sa banque, mais elle est également perçue comme une trahison par la branche parisienne. En effet, la France avait initié la construction du canal et voit cet acte comme une humiliation nationale. Et cette fracture va bien au-delà d'un simple différend financier. Elle marque le début d'une rivalité grandissante entre la branche londonienne et la parisienne, autrefois alliées. Pendant que Londres s'impose sur la scène mondiale, Paris cherche à rebondir en explorant de nouveaux secteurs industriels comme le pétrole. Les Rothschild parisiens parviennent à dominer le marché pétrolier européen. Ils investissent massivement dans les raffineries en Russie et acheminent du kérosène à travers l'Europe. Mais cette suprématie attire un adversaire redoutable. Une autre famille, parmi les plus riches du monde, j'ai nommé les Rockefeller, les fondateurs de la Standard Oil. La guerre entre les deux clans est sans merci. Les infrastructures des Rothschild subissent des sabotages et des pressions commerciales. Les Rockefeller imposent des guerres des prix qui rendent le marché intenable. Leur influence est telle qu'ils imposent leurs règles aux compagnies de chemin de fer, allant jusqu'à interdire le transport des produits des Rothschild. Face à cette concurrence déloyale et à cette pression insoutenable, les Rothschild décident de se retirer du marché pétrolier russe en vendant leurs parts aux Rockefeller en 1911. Cette décision est perçue comme une humiliation supplémentaire. Et d'ailleurs, les divisions continuent. Les nouvelles générations des Rothschild se tournent vers des horizons très éloignés de la finance. Walter Rothschild, par exemple, à Londres, se distingue par sa passion pour la zoologie. Il pousse son excentricité à son comble en attelant 4 zèbres pour franchir les portes de Buckingham Palace, étonnant toute la cour britannique au passage. Pendant ce temps, à Paris, Lionel Nathan délaisse aussi la finance pour se consacrer, lui, à la botanique. Il se décrit lui-même comme un jardinier avant tout, considérant le métier de banquier comme un simple loisir. Cette 5e génération des Rothschild renonce à l'esprit pionnier qui animait jusqu'à là la famille. Cette perte d'ambition est critiquée. La nouvelle génération des Rothschild est à pleurer. Pourtant, même si leur influence financière diminue, les Rothschild conservent leur prestige. Malgré les crises, la dynastie résiste donc. Les branches londoniennes et parisiennes maintiennent une solidité importante. Année 1930, l'Europe est en crise. Les tensions sociales et économiques exacerbent les idéologies extrêmes. Les Rothschild deviennent des symboles. Pour les communistes, ils incarnent les riches qui pillent les travailleurs. Pour les nazis, leur richesse et leur identité juive en font une cible parfaite. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne et s'apprête à déclencher la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité.